encore des militants culturels qui œuvrent pour la culture, et je remercie son dévouement, sa gentillesse et sa bienveillance, pas envers ses clients, mais envers ses amis. Merci. C'est la parole. L'émotion me vient aussi lorsqu'on parle de Kelito. Pour moi, il y a deux écrivains qui me fascinent, c'est Akbir Hatibi, le regretté, et Al-Fattah Kelito, Alors, déjà, si on fait une petite remarque, c'est les mêmes initiales. Et je vais y revenir, et ça sera le sujet de ma petite question. Aka, Aka. Alors déjà, Al-Fattah Kelito me donnait, j'avoue qu'il me donnait du fil à retordre. J'avais du mal à le comprendre sur ses essais, pas sur ses récits. J'ai lu à peu près tous ses récits, mais sur les essais, à chaque fois que j'essayais de déchiffrer, j'arrivais pas. Il m'a mené sur son territoire, très loin de chez moi. Je me sentais étranger dans ma propre culture, qui est la culture arabe, la littérature arabe classique. Je me sentais étranger. Donc, lorsque j'ai rendu visite à Si Abdelaziz et qu'il m'a proposé le livre, la première des choses, parce qu'il était plastifié, j'ai trouvé que le titre était provocateur. Pourquoi le professeur de français est dans la bibliothèque? J'ai dit, de quoi ce livre va parler? Et puisque c'est Kelito, allez-y, on va le lire. Je l'ai pris, je suis arrivé j'avoue que je n'ai pas terminé, je suis arrivé au 8e chapitre. Et je tenais à vous remercier parce que grâce à vous chez Wasmith, j'ai compris beaucoup de subtilités sur l'œuvre de Kelito et ça m'a permis aussi de comprendre ce caractère hybride qui était dans l'écriture de chez Kelito. Donc je vais revenir sur cette similitude qui existe entre Khatebi et Kelito, et je vais vous dire pourquoi, et ce sera le sujet de ma question. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire celui-là? Peut-être qu'il nous fait un laïus, mais je vais y revenir. Donc, Khatebi et Kelito, les deux ont écrit sur les 1000 et une nuits. Khatebi dans de la 1003e nuit, Kelito, l'œil l'aiguille, on peut aussi rajouter, dites-moi le songe. Donc, il y a ce premier thème. Deuxième thème, chez Khatebi, il parle de penser écrire. Chez Kelito, je l'apprends dans votre livre, que c'est lire l'acte, il y a un double acte, celui de l'écriture et de la lecture. L'acte de narration et l'acte de lecture. Chez Khatebi, chez Khatebi, il cherche des lecteurs complices. Vous êtes en train, dans votre intervention, vous vous avez dit que aussi, ça veut dire il écrit pour le lecteur général, pas forcément pour le spécialiste. Il écrit pour le lecteur général. Et ici, je vais revenir à ma question, pour ne pas monopoliser la parole, dans la 22e page du livre. Vous parlez ici du personnage, le professeur K. Est un double parmi les doubles imaginaires. Certes, le personnage ne correspond pas à un personnage réel, il n'est pas non plus entièrement imaginaire, c'est-à-dire entre les deux. Il est comparable à un traducteur en arabe désigné par les initiales, l'auteur Aka. C'est-à-dire ici, vous insinuez qu'il s'agit de Al-Fattah Kelito, plus ou moins. Attendez, je vais simplement poser la question. Alors je suis revenu moi parce que cette même phrase, ce même paragraphe m'avait déjà interpellé, donc dites-moi les songes. Et donc dites-moi les songes, lorsque je l'avais lu, pour moi c'était tout à fait, il parlait de son ami Khatebi, parce qu'il disait, j'avais certainement intérêt à prendre conseil auprès du professeur K. Après tout, c'était lui qui m'avait lancé dans la voie de la publication, mais je le savais malade, souffrant d'une grande dépression, depuis qu'il avait entrepris et recréé la fin véritable des nuits. C'est-à-dire, il parle ici des 1000 et une nuits. Il n'adressait plus la parole à personne et ne répondait pas au courrier. Comme Nourdine, il avait mis les pieds sur une terre inconnue, ténébreuse, là-delà des nuits,
ce que l'ennemi ne raconte pas. Aucun cheval, hélas, n'avait cherché à le retenir. Ici, lorsqu'il parle de Nordin, il parle du conte de Nordin et le cheval. Alors pour moi, qui a beaucoup lu, je me suis beaucoup intéressé et je fais des recherches sur Khatibi, je sais que 2000 et demi, c'était en 1900. Le livre, il est pas en 2000 et troisième nuit de Khatibi. C'était la suite, on va dire, des 1000 et une nuits. Il est apparu, il est sorti en 1980, et ça coïncidait aussi avec le décès de Barthes, mars 80. Et juste avant ce livre-là, ça veut dire Barthes avait invité Khatibi à écrire un co-ouvrage, et Khatibi avait retardé cette collaboration avec Barthes jusqu'à ce qu'il termine ce livre-là qui était de la 1000 et troisième nuit. Et je sais de sources sûres, parce que je suis un ami à Mourad Khatibi, son neveu, et je sais de sources sûres que c'est un des livres que, même à sa sortie, Khatibi était en dépression parce qu'il avait perdu un ami très proche, et aussi, ça veut dire le fait qu'il a raté cette occasion d'avoir un co-ouvrage. Donc ma question c'était, pour vous, le professeur K, bien AK aux initiales, c'est Al-Iftah, un des personnages imaginaires comme dans l'auteur et ses doubles. Et pour moi, je ne vais pas dire je prétends, mais je pensais que c'était plutôt, il parlait de son professeur aussi, parce que Khatibi, je pense que Kelly-Tous, s'il était là, il aurait dit, c'est un ami, il le considérait aussi comme un professeur. Il y avait beaucoup de complicité entre les deux, d'ailleurs ils ont écrit les deux de bilinguisme, et dans le bilinguisme, ça veut dire son article, les mots kana, et on a aussi une discussion juste après l'article dont Khatibi nous parle que voilà mon ami Kelly-Tous, qu'il avance avec des mouvements cursifs et labyrinthiques sur le bilinguisme. Et c'était ça ma question, et je tenais à vous remercier encore une fois pour le livre. Cet excellent livre qui m'a permis pour une fois de comprendre les subtilités de Kelly. Je vous remercie. Alors d'abord un grand merci à mes deux collègues pour leur lecture attentive et pointue. Et mes félicitations bien évidemment à Wesley pour son bel petit ouvrage. Merci à toi, merci. Franchement. Et je voudrais revenir sur la figure évoquée tout à l'heure, celle du balcon. Le balcon. Et je me pose la question, Asmine, est-ce que le balcon n'est pas justement un lieu entre le trottoir et la bibliothèque? Pourquoi je pose la question de cette manière? Si tu peux préciser. Voilà, je vais préciser. Parce qu'à trop vouloir faire l'éloge de l'amour de la bibliothèque et à trop vouloir faire l'éloge de la bibliothèque tout court, est-ce qu'on ne court pas le risque, en réalité, de nous confiner à quelque chose qui serait à la longue et au final coupé de la réalité? Parce que la manière avec laquelle tu as pris la notion de trottoir, comme si le trottoir s'opposait radicalement à la bibliothèque, quelque part. Moi, je me dis que le balcon, et là, je m'appuie sur Philippe lui-même, il me semble que cette figure du balcon nous sauve des deux confinements. Le confinement au trottoir et le confinement à la bibliothèque. L'entre-deux, il est prégnant, fort prégnant chez Kelly. Je m'explique. Tu dois te rappeler de la femme de R, où il dit juste, après le commencement, il dit la femme du seuil. Il la qualifie de femme du seuil. Pourquoi? Parce qu'elle est tout le temps au seuil de sa maison, en fait, dans l'entrouvert. Il nous parle de l'entrouvert, entre le dehors et le dedans. Alors justement, l'éloge de l'entre-deux chez Quilito est à prendre très au sérieux. Pourquoi? Parce que, apparemment et a priori, on se dit qu'il est dans la bibliothèque, comme tu dis dans
dans le titre. Il est dans la bibliothèque. Je ne pense pas. Je pense qu'en réalité, il est au seuil de la bibliothèque. Il n'est ni dedans, ni dehors. Je prends un autre exemple, très éclairant. Celui de la salle de cinéma, dans Cinédé. Alors, ce qui est étonnant et beau et fort dans cette nouvelle, c'est que les spectateurs, j'allais dire les téléspectateurs, parce qu'il n'y a plus de spectateurs. Hein. C'est un lapsus gros comme ça. Il n'y a que des téléspectateurs. Et justement, dans Cinédé, il est question des spectateurs. Alors, l'essentiel avec ces spectateurs chez Quilito, c'est qu'ils ne sont pas dociles, ils ne sont pas hypnotisés, comme dirait Hitchcock, ils ne sont pas hypnotisés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils chahutent, mais mieux encore, ils demandent aux projectionnistes, par moment, de reprendre quelques pellicules déjà défilées, en fait déjà, qui sont déjà épuisées, n'est-ce pas? Parce que il y a soit un baiser, soit une poursuite, soit une bagarre, etc. Alors ce qui est intéressant avec Quilito, c'est que la salle de cinéma devient une place publique. On n'est plus à l'intérieur de la salle, on est certes à l'intérieur, mais la liberté du spectateur est telle qu'il s'approprie le film pour en faire un objet de plaisir. Je dirais littéralement, c'est comme un carnaval. D'ailleurs, l'idée de la polyphonie, etc., elle est très très présente dans cette nouvelle. Bref, je résume ma pensée. Moi, je dirais qu'il faut se méfier, me semble-t-il, de l'éloge, de l'amour de la bibliothèque, de l'éloge tout court de la bibliothèque, quand celle-ci nous confine à nous-mêmes, au livre et au rejet du monde, au rejet du trottoir, avec tout ce qu'il peut comporter comme chance de rencontre, chance également de voir arriver des matériaux peut-être imprévisibles, des sons, des voix, des musiques, des paroles, des langues étrangères, des images, etc. Donc, le binarisme, c'est vraiment ce à quoi s'oppose radicalement Quilito. Le binarisme qui consisterait donc à opposer le cinéma à la rue, la femme qui est à l'intérieur et la femme qui est à l'extérieur, etc. Je pense que ton titre, il est très beau. Pourquoi? Parce que effectivement, il a, comme disaient mes deux collègues, absolument, il y a cette forme d'humilité et d'ironie, absolument. Le professeur de français, absolument, qui est détrôné aujourd'hui, qui est littéralement détrôné. Il n'a plus de place. Je lui accorde une place, mais ma réserve, c'est qu'il n'est pas tout à fait dans la bibliothèque. Il est également dans la bande dessinée, rappelle-toi, dans Cinédé. Il est donc dans la salle de cinéma. Il est face à la fascination que peut exercer une bouteille de lait. Rappelle-toi, quand on était enfant, on ne pouvait pas se permettre de boire du lait dans une bouteille comme il faut à l'américaine. Et Quilito, il en a toujours le souvenir au point de se sentir, il l'a dit même lui-même, de se sentir traumatisé par l'image d'un Français en train de déguster le lait dans la bouteille toute blanche. Il est dans le hammam. Il est dans le hammam. Oui, le hammam. Alors, le hammam, la femme du seuil, et que sais-je encore, les images, les figures de l'entre-deux, comme celle du balcon, sont légion. Et merci, Wasmith, pour nous avoir donné cette occasion alors de nous rencontrer, de nous retrouver et de parler de Quilito. Merci. Merci à Pour définir le mot bibliothèque. Sur la bibliothèque, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Notre collègue a soulevé la question du confinement. Parce que quand on cherche à définir la bibliothèque comme un lieu, forcément, c'est un lieu de confinement, un peu
Bon. Mais s'adressons, tout à l'heure, tu as parlé des livres, et plutôt la primauté des livres qui témoignent un peu de générations passées, c'est comme un dialogue avec les morts, mais c'est pour mieux saisir la réalité des vivants. À quoi finalement sert la littérature, la culture, la lecture de manière générale? C'est ce qui nous pousse à dire que dans cette optique-là, peut-être qu'il ne serait pas pertinent de parler de littérature. Déjà, s'agissant de Kivito, c'est un éclateur, un peu de frontières, un passeur. S'agissant d'un domaine qui a tendance à devenir de plus en plus confiné, on parle de littérature. Maintenant, on parle de littérature, même dans un cadre de bibliothèque. Il y a des mots dédiés à la littérature, il y en a d'autres qui sont plus axés sur la traduction, etc. Le domaine féminin, etc. Je ne sais pas. C'est un peu mon impression. Je n'ai pas encore lu le livre, mais te connaissant un peu ton obsession pour l'œuvre de Kivito, tout à l'heure, monsieur le doyen a soulevé la question des maîtres. Alors, il est difficile de citer des maîtres. Mais ce qui est sûr, c'est que Kivito a des disciples. S'agissant de maîtres, vu qu'on a affaire à un liseur, grand lecteur, il a multiplié un peu. Il a cherché plus ou moins, parce que comme il n'avait pas de... il s'est beaucoup intéressé à la littérature arabe, mais pas qu'à la littérature arabe. C'est quelqu'un, c'est un passeur, c'est quelqu'un qui nous ouvre l'esprit sur d'autres mondes possibles. Et voilà. Donc, j'ai comme l'impression, par rapport à Najib est toujours singulier, fidèle à lui-même, pimpant, cherchant. C'est un témoignage que j'apporte. De notre temps. Oui, parce que te connaissant, ayant vécu, partager avec toi un bout d'existence professionnelle, c'est quelqu'un qui a toujours cherché à sortir un peu des sentiers battus, trop battus. Quelqu'un qui a cet esprit un peu de réflexion, de précision, un peu d'inquiétude intellectuelle, qui sied et qui correspond à Kivito. Parce que Kivito, la façon dont je le vois, c'est pas forcément quelqu'un qui cherche à dialoguer. Il ne dialogue pas. Il assure et maintient un face-à-face permanent avec les références. Il interroge, c'est quelqu'un qui interroge. C'est pas forcément un dialogue. C'est plus une projection sur la foi un peu de ce qu'il a pu accumuler au fil. Parce que quand on parle de dialogue, c'est plus un échange qu'il établit, et vu la majesté, le prestige de cette grande littérature arabe, bien évidemment, on ose à peine pouvoir s'attaquer à ces... Ce sont des monuments. Ce n'est pas quelqu'un qui s'attaquait aux monuments. C'est quelqu'un qui cherche à s'en inspirer pour pouvoir justement, en rapport avec la réalité... Moi, je ne suis pas un grand connaisseur de Kivito, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui nous parle, qui parle du présent. Ce n'est pas quelqu'un qui se confine dans le passé. C'est plus un travail d'émulation intellectuelle qui l'aide à s'interroger sur le présent et même sur le futur. Je maintiens l'idée que Kivito, c'est quelqu'un, c'est comme Khatibi, c'est quelqu'un qui parle du futur, de l'avenir. De l'avenir. Puisque maintenant, je parle tout à l'heure de disciples, tu sais qu'il en a de par le monde. Il ne faut pas croire que Kivito est notre patrimoine à nous. Il est universel. Universel, c'est quelqu'un qui suscite de la réflexion, qui incite au débat. Deuxième point, sur la fois, je reprends un peu le bout de ma phrase. C'est comme l'impression, enfin je n'ai pas encore lu, mais ça me donne envie de le lire, de l'explorer, de le commenter peut-être. Il y a une forte dimension autobiographique. Tout à l'heure on a parlé d'autobiographie, mais moi je présume que dans ce livre, je finirai par retrouver Najib Wesley. C'est un peu sa projection à lui, sa façon, en tant que lecteur avisé, mais lecteur qui n'a pas froid aux yeux, qui ose explorer des pistes inédites, à la manière de Kivito d'ailleurs.
la mère de Kilito. D'ailleurs, quand on l'écoute, on a l'impression, c'est pas Kilito. D'ailleurs, en écoutant mon ami Karim, et je ne sais pas s'il s'en rappelle, une fois, quand on s'est rencontré la première fois, je lui parlais de toi, de l'Égypte. J'ai vu qu'il y a une sorte de... Même, je me suis même interrogé s'il était en jumeau. Mais ça, dans cet esprit-là, bon, c'est une grande parenthèse. Et voilà, de nouveau, je salue, je te félicite, je félicite Zora, M. Troyen, tout le monde, Aziz. Et juste un conseil technique. La prochaine fois, essayez d'aménager davantage dans le sens de l'élévation, parce que vu la hauteur des idées qui sont parce qu'on est... Le français qui est dans la bibliothèque arabe à celle qui est maintenant officielle, je crois que ça change tout. Ça change tout. Et je regrette toujours le fait que des écrivains, parfois, je dirais, ils cèdent aux tentations des éditeurs français, marocains, etc. Et parfois pour des raisons qui sont complètement injustifiables. Pourquoi? Parce que, décidément, Kilito, c'est un écrivain qui est admirable, qui est fascinant. Et je crois que ce qui fascine chez Kilito, ce qui me fascine personnellement, en écho à ce que je viens d'entendre et à la lumière de ce que je connais de Kilito, de ce que j'ai lu de Kilito, c'est justement ce voisinage intellectuel qu'il a à la fois avec la littérature française, européenne, américaine, allemande, etc., moderne, contemporaine, et la littérature arabe ancienne. Je n'aime pas le terme de classique, parce que le mot classique ne me paraît pas propre à qualifier cette littérature, qui est une grande littérature. Mais lui aussi, c'est lui qui l'utilise. Le mot classique, d'accord. Alors c'est ce qui fait, je crois, la fascination et l'originalité de Kilito, c'est le fait d'avoir assimilé, d'avoir très bien assimilé la littérature, la culture arabe dite classique, et aussi cette ouverture qu'il a de la littérature européenne, du fait qu'il est professeur de français. Ce que je regrette, et ce qui est un phénomène chez les écrivains maghrébins d'expression française, c'est justement ce manque de voisinage. Alors généralement, quand on est professeur de français, c'est rare de trouver des professeurs de français qui sont aussi des intellectuels, et des intellectuels de talent concernant cette ouverture sur la littérature et la culture arabe dite classique. Ça manque beaucoup, ça manque terriblement, et on le ressent dans leurs écrits. Or, beaucoup de choses qu'on dit aujourd'hui, de la littérature, de la critique, de l'interculturalité, de l'histoire des idées, ça a été déjà initié par des anciens, et il a été initié réellement, ce n'est pas une prétention. Par exemple, tout à l'heure, vous avez dit, monsieur, que j'ai dit que vous avez parlé des Allemands qui ont commencé à faire de l'histoire des idées. Moi, je sais, par la lecture d'Ibn Khaldoun, c'est un historien des idées par excellence. Toute la Muqaddima, je dirais, c'est le résumé, c'est la synthèse de la culture arabe jusqu'au 8e siècle de l'Hégire, 15e siècle de l'ère chrétienne. Il n'est pas le seul, à l'avoir fait. Bien d'autres penseurs l'ont fait dans d'autres domaines. Par exemple, Ibn Hazm, il est connu pour avoir été parmi les premiers à avoir initié la méthode comparatiste au niveau des religions, au niveau des sectes, au niveau etc. Ibn Khaldoun a initié véritablement une histoire des idées. C'est ce qui a fait sa grandeur, c'est ce qui a fait aussi qu'il est l'inventeur de Ilm al-Umra. Ilm al-Umra qui est, à mon avis, l'équivalent de ce que nous appelons aujourd'hui les sciences de l'eau. Alors vous avez tout à l'heure, vous avez fait le lien entre la connaissance de soi et la connaissance de Dieu. Je ne sais pas où est-ce que vous avez tiré cette mise en parallèle entre la connaissance de soi et la connaissance de Dieu. Vous pouvez me le dire parce que j'ai des choses à en dire. Je peux prendre la parole? Oui, bien sûr.
Alors, une petite précision. Donc, j'ai dit que les concepts de biens culturels, de transfert culturel et d'histoire culturelle sont un actif de l'Allemagne au XIXe siècle. Comme le mot civilisation, qui est une acquisition récente. Le mot civilisation n'est apparu qu'au XVIIIe siècle. Le concept, mais les valeurs culturelles qu'il véhicule sont très anciennes. Donc, cette précision. Donc, juste pour dire que ce que j'entends par histoire culturelle, que j'attribue donc aux Allemands au XIXe siècle, c'est le concept qui a été forgé donc, à partir du XIXe siècle. Mais ce qu'il désigne comme contenu existe depuis très très longtemps. Et ce lien entre la connaissance de soi et la connaissance de Dieu. Alors, la connaissance dans l'histoire, en fait, dans l'histoire, je dirais, de l'écriture de soi, en Occident, il y a deux thèses pour schématiser un petit peu. Il y a la thèse selon laquelle donc, la littérature se serait séparée d'avec la religion à partir du XVIIIe siècle. Donc, tout ce qu'on a écrit jusqu'au XVIIIe siècle aurait pour finalité d'aboutir à une meilleure connaissance de Dieu. C'est-à-dire que je pouvais me prendre moi-même comme matière de mes écrits, mais je ne le fais pas dans l'objectif de me connaître. Je le fais dans l'objectif ultime d'avoir une bien meilleure connaissance donc, de Dieu. Le pivotement aura lieu donc au XVIIIe siècle, selon cette thèse, avec des écrivains comme Jean-Jacques Rousseau, donc, à qui reviendrait le mérite de laïciser la littérature, de la séparer de la religion. Parce qu'avec des écrivains comme Rousseau, au XVIIIe siècle, on va commencer à considérer la connaissance de soi comme une fin en soi. C'est-à-dire que tout ce qu'on entreprend, comme prospection, comme introspection, c'est dans l'objectif d'aboutir à une meilleure connaissance de soi. Et c'est à relier donc, à la notion d'individu dans les sociétés occidentales. D'accord ? Donc l'individu va devenir un sujet autonome, responsable de lui-même, donc, et il va construire lui-même son propre destin. D'accord ? La deuxième thèse, toujours en Occident, elle va consister à soutenir l'idée qu'il n'y a eu jamais de séparation entre la littérature et la religion. Donc l'idée de spiritualité, elle est là, elle est sous-jacente, donc quel que soit le rapport qu'on entretient à l'égard, bien sûr, de la religion, ou des religions. Moi, je soutiens que l'idée que ce que vous venez de dire, c'est une lecture qui est hautement européocentriste. Vraiment pour deux raisons. Alors d'abord, le fait de faire le lien entre la connaissance de soi et la connaissance de Dieu, ça c'est un adage. À un certain moment, on le prenait pour un hadith du prophète qui n'en est pas un en fait. Et parmi les grands soufis musulmans ont usité de cet adage. Alors en arabe, c'est Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Qui n'est pas un hadith. Moi j'ai donné l'exemple de l'ère occidentale. D'accord. Mais il n'y a pas de clivage entre les deux en fait. Si on essaie de voir à fond, à condition d'avoir un bagage culturel, d'avoir justement cette connaissance fine de la culture musulmane, arabe classique, etc., on fera l'économie de ce type de clivage qu'on essaie de faire entre la connaissance de soi et la connaissance de Dieu. Alors, parce que je vous demande, est-ce qu'on peut réellement connaître Dieu si on ne connaît pas d'abord soi-même? Donc ça serait une contradiction que de supposer que pour connaître Dieu, il faut connaître soi-même et pour passer par soi-même. Exactement. Donc c'est comme si le passage pour connaître Dieu, il y a déjà un passage préalable qui est la connaissance de soi. Et dire que le genre autobiographique n'a pris naissance qu'au XVIIIe ou XIXe siècle, c'est ce qu'on soutient dans pas mal de livres, c'est faux, c'est complètement faux, parce qu'on a très bien écrit dans l'ère civilisationnelle musulmane des écrits autobiographiques. Par exemple, un des plus grands, c'est Ghazali lui-même, d'ailleurs. Il a écrit le Mawqid min Dalal, qui est une autobiographie intellectuelle dans laquelle il retrace le passage du doute, du scepticisme vers la connaissance, et vers la connaissance soufie
c'est-à-dire direct, non pas avec la raison, mais avec l'intuition, avec le hadth, etc. Mais vous avez Ibn Khaldoun lui-même qui a écrit son autobiographie, qui a été traduit en français en France, qui a été muhaqqaqa par un très grand érudit marocain, Tétouané, Marhoum Tanji. Vous avez un grand soufi qui vivait à Tétouan et à Tanger aussi, qui a écrit une excellente autobiographie dans laquelle il parle des choses qu'on a du mal à croire qu'un soufi pourrait en faire part. C'est une autobiographie très connue. Ce sont des exemples, mais on a je ne dirais pas des centaines, mais on a un très grand nombre d'autobiographies de ce genre-là. Et on commence à dire on continue à dire que le genre autobiographique, c'est une invention européenne. On continue à dire que la notion de civilisation est de date récente. On continue à dire que, et ça c'est Kilito qui l'a dit malheureusement, que le mot adolescence, c'est un mot aussi qui est d'apparition récente, et c'est faux. Tous ces mots avaient des racines, avaient des enracinements dans la culture arabo-musulmane. Mais il faut savoir lire, il faut savoir assimiler cette culture pour pouvoir soutenir que beaucoup de ce qu'on dit actuellement, ce que je viens d'entendre, a déjà des racines, des initiateurs, etc. Mais pour le savoir, il faut avoir cette double culture que les francophones en général n'ont pas. Et ça fait beaucoup de désastres. Ça fait beaucoup de désastres parce que quand on est issu d'une double culture et quand on n'a pas cette assimilation, on a un risque majeur qui est celui, je dirais, de tomber dans ce que nous appelons en psychologie la dissonance cognitive. Alors, dissonance cognitive, c'est-à-dire que vous avez deux cultures de langue, entendre, etc. Et si vous n'avez pas cette capacité à passer de l'un à l'autre, il y a un très grand risque de vous enfermer dans l'un et de laisser à côté de l'autre. C'est ce qui arrive, par exemple, aux gens qui n'ont pas des cultures francophones, anglophones, etc., qui ont uniquement la culture arabo-musulmane. Ils peuvent développer une haine ou une forme d'animosité vis-à-vis de la culture française, comme aussi ce qui arrive pour les écrivains francophones, etc. Et ce qui permet de ne pas tomber dans ce travers de dissonance cognitive, c'est cette capacité de pouvoir non seulement d'avoir une double culture assumée, mais aussi de pouvoir faire un lien entre les deux, ce qui n'est pas toujours une chose facile. C'est pas facile de passer d'une ère culturelle à une autre, parce que ça demande des mécanismes intellectuels, une prédisposition psychologique, intellectuelle, et quand on a cette prédisposition, il y a de quoi être fascinant quand on est au moins quelqu'un comme Kilito et à la hauteur de Kilito. Oui. Le livre que j'ai ouvert pour l'enfant. Un peu plus fort, s'il te plaît. Résiste à se laisser découvrir. Je trouve que je ne suis pas d'accord car l'enfant peut au moins comprendre le sens littéral du livre. S'il te plaît, 1000 fois, si tu peux répéter là la dernière fois. Peut-être juste la dernière fois, tu parles. Quoi? Avec quoi tu n'es pas d'accord? Oui, avec quoi? Je n'ai pas entendu la. Je suis pas d'accord avec la phrase, le livre. Oui. Le livre touché, c'est ça? Oui. Ah ouais, vas-y. Car l'enfant peut au moins comprendre le sens littéral du livre. Alors, je reprends, le livre touché, ouvert par l'enfant, résiste à se laisser découvrir, c'est ça? Alors, quelle est ta remarque? Je trouve que je ne suis pas d'accord avec ça, parce que l'enfant peut au moins comprendre le sens littéral du livre. Je vais t'éclairer. Je vais t'éclairer là-dessus. Moi, toutes les réactions qui ont été dites sont brillantes, sincèrement. Vraiment très content. J'aimerais quand même, il y a une question
tu me reviens, et je la pose à Mesdames Zohra, oui, à M. Abdelhadid. C'est-à-dire, au fur et à mesure que vous lisiez le texte, je sais que c'est un très bon texte parce que Najib me montrait ses articles sur Kilito il y a très très longtemps, donc je sais qu'il écrit très très bien, c'est un très bon texte. Et la question que je voudrais poser, pour taquiner un tout petit peu Najib, c'est-à-dire au fur et à mesure que vous lisiez le texte, est-ce que vous n'êtes pas dit à un moment donné, là il n'a pas raison, là il aurait dû dire ça, j'ai quand même des réserves là-dessus, des doutes là-dessus. Je donne un exemple. Je donne un exemple mal déplacé, un petit peu déplacé. C'est-à-dire que au moment, c'est-à-dire Genève dans Figure 3, c'est un texte compliqué, ceci théorique, ceci machin, etc. Et Abdullah Daril Alaoui, il a dit voilà voilà les apports de Genève et voilà mes réserves à moi. Est-ce que vous n'avez pas de réserve à propos de ce texte? Oui, c'est tout à fait possible. Des réserves. Oui, c'est le droit de tout lecteur, attention. C'est-à-dire, à un moment donné, vous avez tête, oui, là je ne suis pas d'accord, là il a exagéré un tout petit peu. Est-ce que vous n'avez pas eu Tu commences? Écoute, je manque d'esprit d'à propos, mais je dirais quand même, Najib a tout à fait le droit d'écrire son Kilito. Comme les autres ont bien évidemment le droit d'écrire leur Kilito. Donc ce qu'il y dit, ce qu'il y tient comme propos, l'engage lui. Maintenant, en lisant, bien sûr, donc il y a des moments, j'en ai signalé quelques-uns tout à l'heure, dans cette livraison d'impression, au moment où il parle de la langue dans laquelle on pense, j'ai dit que je mettais un bémol, parce que pour moi, cela ne veut pas dire que j'ai raison, moi. Pour moi, on ne pense pas dans une langue. On pense plutôt dans un réservoir de sensations, d'impressions, de souvenirs, de fantasmes, de désirs. Donc c'est là où l'auteur puise, je dirais, sa pensée. Donc il y a d'autres endroits aussi où j'émets des réserves. Mais c'est sa façon à lui de lire Kilito. Donc je ne vais pas la remettre en question, parce que, bien sûr, sa façon de lire Kilito, elle est étayée par des arguments. Donc je peux soutenir le contraire, je peux apporter une prothèse à sa thèse, mais il a tout à fait donc le droit de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire d'essayer d'aborder Kilito d'un point de vue qui soit original. Et il le fait très bien. Donc, toute proportion gardée, lorsqu'un étudiant vient me voir, par exemple, pour inscrire un sujet de thèse sur un auteur dont on a beaucoup parlé. Donc, il me présente le sujet avec cette crainte de répéter ce qui a déjà été dit. Et je dis tout simplement, tout dépend de l'angle d'attaque, tout dépend des filons que vous allez découvrir et tout dépend de ce que vous allez apporter, donc de nouveau. Donc si on a beaucoup écrit sur ces lignes, cela ne veut pas dire que les lecteurs, les chercheurs d'aujourd'hui n'ont plus le droit de toucher à l'œuvre de ces lignes. Donc ils peuvent le faire. Maintenant, on peut être d'accord ou pas d'accord. C'est une question. Ouais, attention, c'est-à-dire que moi je connais Wesley, oui. C'est un des grands spécialistes de Kilito. Donc il connaît tout sur Kilito. Chaque fois que je vois Najib, il me dit quelque chose sur Kilito. Donc il connaît très très bien Kilito. Donc je ne suis pas en train de... Je dis, tiens, je vais
est-ce que par exemple il y a certains spécialistes qui voient quelque chose, là quelque part, là où ils ne sont pas d'accord, peut-être une apparition dans ce paragraphe-là, dans ceci, machin, ça c'est juste... Oui, en lisant le livre de Westmin, en toute sincérité... Excusez-moi madame, j'étais avec Karim Shiger il y a quelques jours. On a parlé justement du livre. Oui. Je dis, tiens, pourquoi il a écrit comme titre pourquoi le professeur de français est dans sa bibliothèque. Et donc, pourquoi pas la bibliothèque. La bibliothèque, ça change tout. Ça change, ce n'est pas sa bibliothèque. La bibliothèque. Oui. Et j'ai beaucoup apprécié justement le fait qu'il n'y ait pas l'adjectif arabe. Il ne l'inscrit pas dans une culture donnée. Pourquoi pas dans une culture donnée? Parce que Killito n'est pas seulement dans la bibliothèque arabe. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'en ai parlé dans mon intervention, comme quoi la culture arabe lui sert tout simplement de point de départ pour aller vers les autres cultures. Il y a la mythologie, il y a également les religions, parce que peut-être que ce que j'aurais aimé, voilà, je viens un petit peu à la réponse à votre question, j'aurais aimé qu'il parle un petit peu de ce côté religion dans la littérature de Killito, mais aussi à travers la littérature de Killito dans la place de la religion, de Dieu. J'aurais aimé... Tu as parlé en mon absence. Oui, j'ai parlé en ton absence. Les uns sont contents. Alors, en fait, la bibliothèque, c'est la bibliothèque universelle. C'est la bibliothèque, c'est... Comme Borges, la bibliothèque générale. La bibliothèque dans laquelle on trouve toutes les cultures, on trouve... La bibliothèque du capitaine Nemo. Oui, exactement, c'est dans laquelle on trouve tout. On trouve de tout, et justement, c'est cet universalisme de Killito qui le rapproche beaucoup aussi de Borges. Les deux ont cette qualité, justement, d'avoir un regard, un dialogue. Là, je parlerai de dialogue. Ouais. Peut-être que tout à l'heure, on a dit dialogue. Moi, j'aime bien dialogue, mais dans le sens où Killito fait dialoguer les littératures et les cultures. Il les fait dialoguer. Et il dialogue en même temps. Donc, il ne faut pas dire que... Je ne sais pas, le monsieur qui a posé la question, qui a parlé du fait de dialogue. Moi, je trouve que Killito, dans ses textes, répond à des questions actuelles à travers un retour au passé. Et tu l'as dit. Donc, en fait, moi, je trouve qu'en dehors de cette question de Dieu, qui est un petit peu embarrassante, ce que Westmin a dit, il l'a dit, comme j'ai dit, suivant ses choix, suivant ses émotions, son amour de la littérature de Killito, et que peut-être que si je dois écrire quelque chose sur Killito, je vais peut-être m'intéresser à d'autres aspects, mais chacun selon... Je trouve que le livre est admirable et que ce que tu dis, tu l'as dit avec conviction, mais aussi avec clarté, et que tu nous as rendu Killito un peu plus lisible. Voilà. Madame, lui, il l'a oublié certainement, parce que j'avais posé une question il y a très très longtemps à Najib. Je lui ai dit, Najib, pourquoi tu écris très très bien? Pourquoi tu ne publies pas des livres? J'ai beaucoup de respect pour la langue. Oui, il a complètement oublié, je sais. Alors, il y a, si vous permettez, moi, quand j'ai lu pour la première fois le titre, pourquoi le professeur de français est dans la bibliothèque, j'ai tout de suite pensé au rapport entre l'universitaire, le professeur de littérature, et la création plutôt. Et la création, c'est-à-dire l'universitaire qui devient ou qui mène un travail de création, qui met de front le métier d'enseignement de la littérature et qui peut produire de la littérature. Donc j'ai eu cette pensée, moi. Mais il faut d'abord qu'il lise. Oui, il faut qu'il lise avant d'écrire ses propres bibliothèques, sa propre bibliothèque. Est-ce que nos universitaires lisent suffisamment?
Je vais vous dire une chose. Vous savez, une fois, j'ai posé une question, peut-être c'était ma dernière question, à Kilito, connaissant ses invitations ici et là dans les grandes universités, qu'on ne sait pas assez. On ne sait pas pourquoi. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on soulève cette question. Vous savez, Kilito, il ne dit jamais cela. Humilité. Il a été invité à Harvard Princeton. Vous savez que Harvard, visiteur, oui. Vous savez que Harvard, c'est une des universités les plus prestigieuses du monde, a invité 2 Marocains. J'espère ne pas me tromper. Abdallah Al-Araoui, historien, et Kilito. J'espère ne pas me tromper. Pourquoi Kilito, justement? Donc, il me semble qu'il a quelque chose à dire. C'est pour cela que, lorsqu'on parle de lui, chacun a son point de vue. Tu cherchais tout à l'heure la contradiction. Elle peut venir comme elle peut ne pas venir. Hein. Et quelquefois, on reproche à Kilito la contradiction. Tu n'es pas contre. Une fois, je vais vous lire des choses pas suffisamment connues, pour ne pas dire inconnues. Une fois, il a participé, j'ai lu juste l'ouvrage, les actes d'un colloque, en arabe, c'est vieux ça, où il y avait, si mes souvenirs sont bons, 4, ça s'est déroulé à la faculté de lettres de Rabat, 4. Un philosophe, Al-Jabri, un historien, Abdallah Al-Araoui, et l'autre, le troisième, je ne sais plus, peut-être en sociologie, et le 4e en littérature. Il a fait sa communication en arabe, c'était en arabe, et je me souviens du débat. Un professeur d'arabe, parce que c'était aussi, il a fait une communication tout à fait étrange, parce que j'ai tout à fait inattendu. Et le professeur d'arabe, vous savez, parce qu'il a été, je ne sais pas, il lui a reproché cette manière de voir les choses, de s'intéresser à, c'était peut-être, il s'agissait d'un saint, dans le domaine de la géographie. Il a reproché le fait d'introduire un saint dans le domaine de la littérature, c'est pas un écrivain, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et donc, le malentendu est loin, est là depuis longtemps. Entre lui et ce que j'ai appelé la galaxie des écrivains marocains, arabes, parce que, encore une fois, il n'est pas là où on l'attend. Il est là. Il est dans les marges. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais il faut se taire. Oui, je crois.